Emery Doliget, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Je vous en prie. Emery Doliget, je montre à la caméra, puisque nous sommes filmés, votre livre. En fait, ça a été édité par la SNCF, hein, on est bien d'accord. On verra comment on peut se le procurer après. Ça s'appelle Sans précédent et c'est sous-titré Carnet de bord d'une crise sanitaire inédite. Vous aimez les trains, vous aimez les cheminots. Du coup, quand on a été confiné au mois de mars, vous vous êtes dit, bah écoutez, j'aimerais bien savoir un peu ce que pense tout ce monde-là. Il y a quand même 275 000 salariés à la SNCF, en France et à l'étranger. Et donc, pendant 4 mois, et non pas 6, merci de le préciser, vous avez été en immersion auprès des salariés de la SNCF. Moi, j'ai appris plein de choses. Moi-même, je vis dans les trains, hein, c'est ma résidence secondaire, j'arrête pas de circuler avec eux. Notamment qu'à la mi-mars, la direction de la SNCF, face à la pandémie, a proposé au pouvoir public 0 TGV. Ils ont dit, on arrête tout. On arrête tout. Et les politiques ont dit non. Ils savaient pas. En fait, ce qui est très étonnant dans cette semaine du 15 mars, c'est la fameuse semaine où on passe du statut normal à un statut de confinement. Oui. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc ils ont attendu lundi, attendu mardi. La SNCF poussait pour qu'il y ait 0. Et puis mercredi, ils n'avaient toujours pas pris la décision. Et jeudi a été pris la décision. Donc on est donc 2 jours après le vrai début du confinement. Et jeudi a été pris la décision comme quoi il fallait arrêter. Et on est passé d'un statut de 100% à 4 ou 5% des trains. Ah bah ça a été absolument radical, ça s'est effondré d'un coup. Néanmoins, l'entreprise n'a pas cessé de travailler, loin de là. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois? Alors on a vu par exemple un truc extraordinaire qui a été unique, je crois, en Europe, c'est l'histoire des trains médicaux. Oui. Ça c'est que la SNCF. C'était fabuleux la façon dont ils se sont organisés. Il fallait 2 trains pour faire avancer un premier train, parce qu'il fallait que le premier train soit un train bélier, si jamais il se passait quelque chose sur les rails. Oui. Il fallait protéger les rails avec des gendarmes pour faire en sorte que personne ne traverse à ce moment-là. C'est une organisation absolument dingue qui a nécessité des centaines de cheminots et de gens de la... Et ils ont modifié en plus la structure même des voitures, puisqu'ils ont enlevé des sièges pour pouvoir mettre des brancards, etc. Ça a été colossal. Juste une précision avant d'aller plus loin, Emery Doliget. Tous les gens qui ont travaillé pendant tous ces mois de confinement, je parle pas du déconfinement, étaient volontaires. Il y avait que des volontaires au boulot. Alors, moi, que ce soit dans les trains ou ceux qui entretenaient les voies, les caténaires, parce que j'ai pas entendu une seule fois quelqu'un qui m'a dit je n'ai pas voulu y aller parce que j'ai eu peur. Ils m'ont tous dit j'ai voulu y aller, mais on m'a dit non. Mais on m'a dit non parce que on était déjà trop nombreux. Surnuméraire. Ouais, c'est assez étonnant. On a l'habitude de les entendre et nous-mêmes, nous Français, de râler. Ah oui. Avec le train parce qu'ils arrivent en retard, etc. C'est un sport national, mais en fait quand on regarde bien, ils n'arrivent pas autant en retard que ça. Non. Et là, au moment où il y a besoin de tout le monde, bah ils sont là. Ils sont là. Globalement, ils sont là. Ils sont là, mais avec beaucoup de questionnements, puisque vous avez rencontré 150. Le livre n'est pas un plaidoyer, attention. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une suite de témoignages qui sont classés par catégorie, par thème, on est d'accord. Donc ces 150 agents de la SNCF, ça va du guichetier jusqu'au conducteur, mais ça va celui qui travaille sur la voie supérieure, enfin tous. Ok, tous. Avec quel sentiment sont-ils sortis du confinement? Est-ce qu'ils se sont dit, ce que nous avons vécu là, espérons qu'on le revivra jamais, manque de peau, ça a recommencé à l'automne, et de toute façon, la SNCF, ça paraît bête de dire ça, après ne sera plus la même qu'avant. Est-ce qu'ils avaient ça en tête ou pas? Non, en fait, il y a 2 choses. Les plus anciens m'ont dit, on ne sait pas si on va revenir comme on vit en ce moment, c'est-à-dire on se sent utile. Et ils sont sortis avec ce sentiment d'utilité. Sauf que ils ne savent pas si le petit malheur français habituel de reprendre toujours un peu la même musique va reprendre ou pas. C'est-à-dire que est-ce que ce moment d'utilité pour la SNCF et pour les cheminots, une forme de fraternité à l'égard des autres Français, va perdurer une fois qu'on n'est pas en situation de crise? Oui. C'est ça toute la question que se posent les cheminots. Est-ce qu'ils vont être capables de rebasculer dans une logique d'utilité même quand on n'est pas en période de crise? Mais est-ce qu'ils vont aussi rebasculer dans une logique moins revendicatrice? C'est toute la question. En se disant que leur statut les a formidablement protégés. Oui, mais il n'y a plus de statut depuis le 1er janvier de mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est le chapitre avec les patrons de syndicats. Oui, absolument. Parce que les patrons de syndicats, on se rend compte que pendant le confinement, ils sont plus des syndicats opposants, mais ils sont des syndicats partenaires. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire pour le mieux. Et là, j'ai découvert un autre son de cloche, parce que moi... Même la CGT, Sud. Mais même Sud, mais d'ailleurs c'est, oui, surtout peut-être même plus qu'eux que les autres. C'est très étonnant la façon dont ils sont basculés pendant cette période-là. Mais les plus anciens des cheminots disent, mais ça n'a duré que cette période-là. C'est-à-dire que rapidement, on l'a vu dans la dernière semaine de confinement, ils ont recommencé à s'opposer de façon opposante. Oui. Donc, une fois qu'on sera sorti de ce cauchemar, on peut toucher du bois, ce sera à l'été prochain si la vaccination fonctionne correctement.
business as usual, c'est-à-dire on va repartir sur les grèves corporatistes entre guillemets, sur les grèves de statut, etc. Beaucoup pensent que oui, d'autres pensent que non. On va le constater. On va voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que pendant cette période-là, ils ont été ensemble. Est-ce qu'ils sont contents aussi, les cheminots que vous avez rencontrés à tout niveau, de constater que leur image globale, à eux et de leur entreprise, la SNCF, n'a pas du tout été dégradée. Au contraire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas justement parce que je me suis concentré sur les salariés et pas sur les clients. Et pourtant, je l'ai orienté, ce discours-là, sur les clients. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les clients sont capables de comprendre ce qu'ont fait les cheminots pendant cette période-là. Oui, mais attendez. Le livre est un témoignage qui va dans ce sens-là, pour essayer de comprendre. Et d'ailleurs, on en a fait un site web, grand public, qui s'appelle sans-précédent.com, où tout le monde peut aller lire et écouter ce que je raconte dans le livre que vous avez entre les mains. Parce que justement, à un moment, j'ai poussé en me disant, mais est-ce qu'on peut donner ça aux clients pour qu'ils essayent de comprendre ? Moi, je ne suis pas cheminot, j'ai juste été là, un auteur pendant cette période-là. Mais pendant cette période-là, je me suis dit, mais j'ai changé de position. Je suis rentré en tant que client râleur et je suis sorti en tant que client, j'allais dire, bienveillant, même si le mot est un peu tarte à la crème aujourd'hui. Mais c'est un peu ça. Mais ça, les cheminots le savent, parce que vous comme moi... Oui, mais ils le savent pour moi. Ils ne savent pas forcément pour d'autres. Moi, je discute avec le personnel de la SNCF qui me contrôle mon billet ou qui me vend mon billet. Et c'est beaucoup plus sympa qu'il y a un an. Beaucoup plus. Mais il y a un an, on était dans une grève extraordinaire. Je sais bien. Donc c'était la guerre totale entre nous et eux. Oui. Maintenant non. C'est ça aussi qui a changé. Mais j'espère que ça va durer. Parce qu'en fait, on a besoin de cette entreprise en France. Ah bah ça c'est clair, même si elle est en plein mouvement, que l'ouverture à la concurrence, etc. Oui. Même si les lignes ne séduisent pas tout le monde. Vous avez vu l'appel d'offres. Bien sûr. Est-ce qu'ils avaient une pensée dans vos entretiens, tous ces personnels de la SNCF, pour leur malheureux PDG, Monsieur Farandou, qui est arrivé au mois de novembre, c'est-à-dire 15 jours avant le début de la plus longue grève de l'histoire de la SNCF, et qui s'est cogné après 3 mois d'arrêt total du trafic ou presque. Alors il y a ça, et puis il y a son changement de comité de direction au milieu de tout ça. Il y a une transformation complète du sommet. Et je vais vous raconter cette histoire d'un conducteur du TGV qui m'emmène de Paris à Bordeaux dans sa cabine. Je passe un peu de temps avec lui. C'est super de faire un voyage à 300 à l'heure, on voit défiler le truc. Je vous le souhaite en tant que petit garçon qui aimait les trains. Enfin bref. Et il me dit, mais c'est pas compliqué avec Farandou, on comprend tout de suite. Il monte dans la cabine, il touche 3 mouvements, on sait qui c'est. Ok. On sait qui c'est. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir confiance. Alors qu'il me disait pas ça des autres de ses prédécesseurs, mais de celui-là, il m'a dit, on sait qui c'est. Oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est un leitmotiv qui revient. Farandou, il fait partie de la corporation, il n'y a pas de problème, c'est pas un faux cul, etc. N'empêche que, il doit faire dans une situation inimaginable. Oui, j'ai écouté pendant toutes ces périodes, il y a un chapitre sur le sujet qui s'appelle le COMEX. Leur COMEX, tous les matins à 8h, j'étais branché sur leur téléconférence. Et on l'entend. On entend un homme, on entend une équipe, on entend l'envie des gens qui ont envie de faire ensemble, et ça c'est étonnant. J'étais très heureux d'entendre les gens du bas de l'échelle, et quand je me suis rendu compte que les gens du haut de l'échelle parlaient de la même façon que ceux du bas de l'échelle, donc l'envie de faire et l'envie de bien faire, parce qu'il paraît que c'est toujours du chemin de fer quand on fait des faits, c'est leur grande phrase. Et ben on s'est dit ok, ils sont dans le sujet. Après. Dernière question, Emery Deliget. Tout le monde est d'accord, tous les utilisateurs sont d'accord pour dire que les trains sont enfin propres. Eh oui, ils sont propres, forcément, puisqu'il y a plein de personnel qui arrêtent pas de nettoyer, de mettre de l'eau dans les tanks des toilettes et du papier toilette aussi, etc. Est-ce que les cheminots se disent, c'est peut-être une chance pour que ça dure après, quand on en aura fini avec cette période? Ils espèrent que ce qui a été mis en place pendant les 2 confinements tous les trucs bien perdurent. Ils l'espèrent, mais... Écoutez, il n'y a aucune raison que ça dure pas. On espère. C'est quand même pas le bout du monde. Emery Deliget, donc sans précédent, carnet de bord d'une crise sanitaire inédite. Donc c'est un petit livre qui a pas de prix, c'est édité par la SNCF. C'est pour ça que c'est sur Internet. Sans-précédent.com. Sans SANS. -précédent.com. Emery Deliget. Merci infiniment d'être venu à Radio Classique pour en parler. Et bon voyage avec la SNCF. Donc forcément, il est 7h26. Bienvenue si vous ouvrez un œil. Vous êtes sur Radio Classique et dans 2 minutes, avec Philippe Gau pour les titres de la presse de ce lundi 28 décembre, 363e jour de l'année 2020 bissextile, qui en compte donc 366, et oui, comme tous les 4 ans.